Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans votre tranche info en direct sur l'antenne Canal 10 Télévision. Au programme de cette soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief plus en ampleur sur l'actualité, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023 et le gouvernement fait adopter pas mal de mesures économiques avant les fêtes, comme la taxe foncière qui augmentera de 4% minimum l'an prochain, de quoi en théorie aider les collectivités locales dont les finances s'amenuisent. On rappelle aussi titre d'information qu'il y a quelques années, on a tout de même supprimé la taxe d'habitation. En tout cas, en 2024, la majorité rétablit également la taxe sur la consommation intérieure d'électricité qui va gonfler vos factures de 10% en moyenne. Et si vous êtes amateur de streaming, eh bien, vos abonnements vous coûteront 1,75% de plus. Une nouvelle taxe qui viserait, selon le gouvernement, à financer la production artistique. Et ce matin, des maires de Guadeloupe et Martinique ont été auditionnés par la commission d'enquête narcotrafic. Et le constat est simple, nos territoires sont de vraies passoires qui laissent aisément entrer armes et drogues en quantité. Les élus locaux dénoncent les manques de moyens matériels et humains pour assurer la surveillance en mer et mener des opérations coup de poing avant méfait. Pour Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre-Belle-Eau, les contrôles routiers ne manquent pas avec des ronds-points régulièrement bleus alors qu'en mer, les opérations ne sont qu'occasionnelles. Il demande la nomination d'un sous-préfet dédié à la lutte contre l'insécurité et les trafics. La ville de Pointe-Noire, elle, sensibilise au tremblement de terre. À force d'exercices de simulation, la municipalité veut conduire sa population à une prise de conscience de ce risque majeur. Avoir les bons gestes au moment fatidique peut être déterminant pour sa survie. Regardez. Nous vivons sur un territoire qui connaît de nombreux risques, et parmi lesquels les séismes et les tremblements de terre, donc les éruptions volcaniques et voire les tsunamis. Et pour pouvoir se prémunir par rapport à ce genre de risque, il était nécessaire que nous fassions des exercices de sensibilisation pour que la population puisse s'habituer. Alors, ce n'est pas à travers un seul exercice que les gens vont s'habituer, mais au moins leur donner des notions de base et leur suggérer d'être un petit peu très attentifs et à essayer de répéter un petit peu ces gestes-là pour que quel cas ça survient, qu'ils puissent au moins savoir ce qu'il faut faire. On devrait pouvoir être prêt, mais a priori, on n'est jamais assez prêt. Donc on fait ce qu'il faut pour que le maximum de la population soit préparée à subir un séisme majeur. Jusqu'à présent, en fait, on n'a pas connu ça depuis fort longtemps. Le dernier en date, c'est 1843, avec quelques milliers de morts sur la Grande Terre, et notamment dans la ville de Pointe-à-Pitre. Et cet tremblement de terre-là, il va se reproduire un jour, mais nous n'avons plus les mêmes conditions de vie qu'avant, en 1843. Nous avons beaucoup de béton maintenant, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ça. Donc nous essayons de former un maximum de personnes à ce type d'événement et à pouvoir subir ça, de façon à sauver des vies. Ces simulateurs-là permettent de mettre en condition les gens en cas de séisme. Ça vous fait bouger, vous montez sur une plateforme vibrante, qui a un système de vibration qui fait un peu du bruit et puis qui bouge avec un tremblement de terre qu'on a enregistré dans l'informatique du système, qui a une magnitude de 7,4, qui représente le séisme d'Izmit de août 1999. Et ce séisme-là, en pleine nuit, a fait quelque chose comme 18 000 morts. Après tout, nous ne sommes pas préparés, mais j'ai vu une démonstration de la part des scientifiques, là, ça fait un drôle d'effet, quoi. Au moment opportun, je ne sais pas exactement si je pourrais suivre toutes les consignes qu'on a pu nous indiquer lors de cette manifestation. Nous prenons ça comme exemple, de façon à montrer aux Guadeloupéens comment ça bouge, pour qu'ils aient ça dans leur trip, pour qu'ils aient un ressenti important d'une vibration du sol forte, alors qu'il s'agit quand même de séisme simplement moyen et qu'on peut avoir beaucoup plus fort que ce qu'on a sur le simulateur actuellement. De passage sur l'île, Jawed Ashraf, ambassadeur d'Inde en France, a enchaîné des rencontres auprès de la communauté indo-guadeloupéenne et des officiels. Il s'est notamment entretenu avec les présidents de région et du département qui souhaitent vivement coopérer avec la 5e puissance économique mondiale. Regardez.
Then I will go to the president of the departmental council. Donc, il y a beaucoup de rencontres, comme je viens de l'indiquer, 20 réunions. Donc, entre autres, nous avons rencontré le préfet, j'ai rencontré également le président de la région et après le président du département, la CCI également. Nous allons à l'université. Nous allons, 2 points importants qui vont être discutés, explorer les opportunités pour un partenariat stratégique qui grandit très rapidement entre l'Inde et la Guadeloupe, l'Inde et la France. Et deuxièmement, nous allons voir également comment nous pourrons soutenir afin qu'il y ait une meilleure connexion, collaboration entre nos pays, entre la diaspora indienne basée ici en Guadeloupe. Comme vous le savez, nous sommes la 5e plus grande économie mondiale et bientôt la 3e. Donc, nous devons explorer toutes ces opportunités économiques. C'est très important par rapport au projet OCI qui permettra à ce que les indo-descendants de la Guadeloupe puissent bénéficier d'une forme de citoyenneté indienne et qui leur permettra de se déplacer, de pouvoir investir en Inde, pouvoir circuler, donc tout un ensemble d'avantages. Et puis, les archives départementales sont à la disposition de tous pour pouvoir retrouver leur généalogie. Et on a pu voir sur un certain nombre d'exemples que nous pouvons remonter jusqu'en 1954. Donc, c'est une très bonne chose et j'invite vraiment l'ensemble de la population à pouvoir prendre possession de ces lieux. Nous avons parlé effectivement d'université, de start-up, d'économie, d'échanges linguistiques, mais aussi culturels, étant donné que ce sont des compétences que nous avons. Certaines sont partagées, notamment la culture, mais avec le département, nous prendrons toutes les mesures pour pouvoir mettre en place une bonne collaboration avec l'Inde dans l'intérêt de nos Guadeloupéens, Guadeloupéens, mais surtout toute la population guadeloupéenne, et pourquoi pas permettre aussi à nos jeunes de pouvoir sortir, d'aller aussi travailler leur langue, notamment l'anglais. Ils sont prêts à nous accueillir, nous sommes prêts à les accueillir, donc nous mettrons tout en œuvre. Et nous avons même aussi parlé de mettre en place un festival de la musique indienne, de la culture indienne dans la Caraïbe. La Guadeloupe est prête, effectivement, je lui ai proposé de pouvoir commencer à travailler là-dessus. Et il est entièrement d'accord. Donc voilà, nous allons continuer nos échanges, continuer à nous voir et nous préparons aussi un déplacement d'ici le premier semestre de l'année 2024 avec des chefs d'entreprise, avec des start-up, des jeunes étudiants et pourquoi pas aussi, je ne sais pas comment ils sont en matière de sport, mais aussi pourquoi pas le sport. Un reportage de Charlie Dagonia. Et la ville de Morne-à-l'Eau, elle signe une convention avec EDF Archipel Guadeloupe, un partenariat pour accompagner les publics en précarité énergétique. 2400 foyers de ce territoire sont éligibles au chèque énergie, mais seuls 50% d'entre eux en bénéficient. Regardez. Nous sommes là ce matin avec EDF qui est représenté par ses agents pour la signature d'un partenariat, d'une convention partenariale entre EDF justement et la ville de Morne-à-l'Eau et notamment le Centre communal de l'action sociale afin de tout mettre en œuvre pour accompagner les administrés les plus précaires. La solidarité fait partie des valeurs de service public du groupe EDF. Elle est vraiment au cœur de notre ADN. Il nous faut accompagner en tant qu'entreprise de service public aussi la population en situation de précarité énergétique. Et à cet effet, EDF Archipel Guadeloupe signe des conventions solidarité énergie avec les collectivités locales et aujourd'hui avec la ville de Morne-à-l'Eau. Donc c'est la première avec la ville de Morne-à-l'Eau. Et donc ça nous permet d'aider ce public en situation de précarité avec, aux côtés des travailleurs sociaux, des CCAS, des CCAS, dans l'utilisation du chèque énergie. À Morne-à-l'Eau, c'est près de 2400 clients foyers qui sont éligibles au chèque énergie, dont plus de la moitié qui ne l'utilisent pas. Ça représente à peu près près de 430 000 euros ce chèque énergie. Et donc, il nous faut pouvoir aider cette population qui en a besoin à l'utiliser, aussi à les aider quand ils ont des problèmes pour payer leurs factures d'électricité. Le Centre communal de l'action sociale dirigé par Mme Chauvino connaît bien les administrés qui sont dans une situation précaire et qui sont des gens qui fréquentent le CCAS. Donc, ces gens-là seront prioritaires. Cependant, il y a ceux qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé aux membres du conseil d'administration du CCAS d'être sur le terrain et d'acheminer les gens parce qu'on en a
toujours besoin. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de communication et d'information, tout le monde n'est pas au point. Payer moins d'électricité, c'est consommer différemment, c'est consommer plus efficacement. Et à ce titre, on les aide à faire des économies d'énergie par l'installation d'équipements plus performants et puis en leur montrant les petits gestes du quotidien qui leur permettent là aussi de faire des économies d'énergie. Les gens méritent d'être accompagnés. C'est pour cela que nous estimons que ce que nous venons de signer ce matin sera de grands profits et de grands bénéfices pour les administrés de Morne-à-l'Eau et, comme je le répète, notamment les plus précaires. Des images signées Michel Depape. Et à l'occasion des Jeux Olympiques qui se tiendront en France à l'été 2024, les élèves de Massabielle reçoivent des athlètes de haut niveau venus de chez nous. Et après Thibaut Vauchel-Camus, c'était au tour du champion d'escrime Yannick Borel de s'entretenir avec les jeunes. Le reste en images. Il faut savoir que ça part d'un projet, effectivement en discutant avec M. Cyprin et avec quelques collègues, nous avons voulu en fait marquer cette année olympique. Et donc on a appelé ce projet l'année olympique, l'année paralympique, où en fait durant toute cette année scolaire, les élèves vont rencontrer des athlètes de très haut niveau et des sportifs de très haut niveau et qui vont participer aux Jeux Olympiques. Ça a commencé par Thibaut Vauchel-Camus, qui a été vainqueur de la tranche Jacques Vabre. Et ça part d'une seule logique, c'est-à-dire qu'on souhaite que nos élèves puissent rencontrer des personnes référentes, surtout des personnes ressources, dans leur domaine de prédilection pour que justement on puisse construire la Guadeloupe de demain. À l'ère, à mon avis, du numérique, où en fait tous les enfants sont sur des réseaux sociaux, des TikTok à tout va, et justement engrange des contenus négatifs, nous on va plutôt sur des contenus positifs avec des personnes ressources qui leur préconisent certains préceptes de vie pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Je suis venu à la rencontre des jeunes ici à Massabielle. Dans le cadre, je crois qu'ils font une année olympique, donc c'est très bien à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Donc l'idée c'est de leur communiquer un peu que mon parcours. En fait, je suis né ici, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai quitté la Guadeloupe à mes 18 ans, donc c'est leur montrer que je ne suis pas un extraterrestre, je suis un Guadeloupéen comme eux. Et si j'en suis capable ou si j'en ai été capable, ils le sont également. Ce que nous retenons, c'est de voir comment les élèves étaient vraiment contents de voir que la façon dont ils ont pu approcher Yannick et la facilité avec laquelle les échanges se sont faits. Et puis c'est surtout ça, quoi. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Et puis les questions très pertinentes. Ils se sont lâchés, quoi. Ils n'ont pas hésité à se jeter dans le bain et c'était très, très, très positif. J'ai vu des jeunes réceptifs, j'ai vu des jeunes qui m'écoutaient, qui étaient curieux de savoir aussi, qui avaient des questions bien précises. Et non, c'est toujours enrichissant. Personnellement, j'ai 3 enfants, donc je suis à l'aise aussi avec les jeunes de façon générale. C'est toujours intéressant de recevoir ces questions-là. Ça peut aussi me permettre de comprendre comment les autres me voient et qu'est-ce qu'ils ont aussi besoin de comprendre, même pour ma discipline ou pour moi tout simplement. À ce jour, d'un point de vue mathématique, on n'est pas qualifié, mais on est en très bonne voie. On est 2e à la qualification olympique. Après, il y a une compétition en interne, donc pour tous les Français. On est 12 à 15 Français à jouer les places pour les Jeux Olympiques. Il y en a que 3 en individuel. Donc la bataille est rude. L'opportunité et l'objectif, c'est de revenir avec cette médaille individuelle autour du cou. Ouais. Un reportage de Solène Fèvre. Et après 2 ans d'absence, les trophées de la jeunesse de Petit-Bourg font leur retour. Et pour cette 5e édition, la ville récompense tant les réussites scolaires, sportives qu'entrepreneuriales. Regardez. Une jeunesse qui est brillante, qui est là, qui s'investit dans la construction de la société, qui s'investit à titre personnel aussi pour des projets qui ont encore une incidence sur le collectif. Et nous sommes fiers de ça. Et en fait, avec les élus, nous sommes dans cette démarche depuis plusieurs années déjà, depuis le redémarrage des activités post-Covid. C'est donc notre première édition après la crise sociale et nous sommes fiers d'avoir réussi ça. Nous sommes fiers d'avoir pu faire arriver ici d'autres jeunes, de nouveaux jeunes qui ont brillé ces dernières années, qui ont fait la démonstration de leur puissance, de leur force, qu'il s'agisse
du domaine culturel, qu'il s'agisse du domaine sportif ou même du monde de l'entreprise. Nous avons une jeunesse qui crée de l'activité, qui crée des emplois et nous souhaitions les mettre à l'honneur pour les encourager à poursuivre, mais surtout pour inciter d'autres à s'y mettre. Comme beaucoup de personnes ont dit, des années de sacrifice. Si je suis là, c'est parce que certaines personnes m'ont découvert de par les réseaux sociaux, puisque j'ai commencé l'activité en 2017. Je faisais des jeux pour moi. Et j'ai commencé à partager avec des gens de mon quartier. J'ai créé une page, des gens ont suivi. Et maintenant, il se trouve que j'ai plus de demandes que de production. Donc voilà, j'arrive même pas à satisfaire la demande, tellement il y a de demandes. On a vu une jeunesse dynamique, une jeunesse en mouvement. Moi, je suis très, très impressionnée par tout ce qui est entrepris, aussi bien au niveau sportif, culturel, au niveau des actions de citoyenneté, au niveau de l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé ces jeunes vraiment en capacité non seulement de surmonter des difficultés, mais aussi de se donner les moyens d'atteindre des objectifs. Et je trouve ça vraiment, vraiment très encourageant. On peut réussir à partir de rien, puisque moi, en vrai, je n'ai rien fait de sorcier. Ce sont des fruits, nos fruits locaux, malaka, corosol, mangue. Quand c'est la saison des mangues, il y a beaucoup de mangues qui sont au bord des routes. Moi, je récupère et je fais des jus et je crée des saveurs, je fais des mélanges que l'on ne retrouve pas dans le commerce. Voilà, c'est ça ma particularité. Retour sur le chanté Noël du Noël Mantin-Belle de ce week-end. Et l'ambiance était festive au centre commercial de Montplaisir avec Kassika et Benzo. Regardez. Ce soir, nous sommes à la ville de Lamentin, nous sommes aux Galeries de Montplaisir pour célébrer, fêter donc le chanté Noël, le Noël Mantin-Belle, qui a commencé depuis le 6 décembre. Lamentin est en fête et nous serons en fête jusqu'au 31 décembre. Le prochain gros événement, c'est le 22, sous la place de la mairie, où nous attendons le Père Noël pour les enfants. Puisque devant la mairie, c'est toujours la fête des enfants. Il faut une équipe pour travailler. Donc, même si je suis en charge de l'animation économique, mais j'ai à mes côtés l'équipe administrative déjà et les élus en charge, notamment l'élu en charge de la culture, qui est Madame Treille. Oui, le monsieur, on doit avec les lunettes là. Levez les mains, monsieur, levez les mains. Voilà, regardez. Monsieur, faites oui. Aïe. À peu près quand même 3000 personnes. Et c'était en fait c'est le souhait du maire que la population de Lamentin puisse profiter de ce moment de Noël. Et d'où le thème aussi de notre fête de Noël, enchantement et tradition. Donc le souhait du maire est que la population puisse s'amuser et profiter au maximum de ce qui se passe dans sa ville. Et on part maintenant pour l'exposition Recouture de l'artiste Guy Gabon au Musart. Cette expo se décompose en 3 installations. Nous avons perdu le nord, retrouvons les suds, tissons et reliance. Donc, j'ai envie de dire, ce qui relie ces 3 installations, c'est vraiment une invitation à recoudre la déchirure du monde, à renouer les liens, à retisser des liens entre nous, des liens déjà à soi et des liens à la nature. C'est vraiment cette invitation, cette réflexion aussi sur est-ce que le monde est devenu et notre rêve en fait pour demain. Ce que je peux dire de cette exposition, c'est que c'est le fruit d'une collaboration. C'est aussi la volonté de respecter un engagement qu'avait pris Mathieu Dussauge de permettre, dans le cadre d'une collaboration avec le Clark Institute et Guy Gabon, la réalisation d'une exposition ici au Musart. Et donc, moi, ça fait juste 3 ans que je suis revenu en Guadeloupe. Et en reprenant la charge de ce musée, j'ai très rapidement rencontré Guy.
Et on a décidé de voir comment on pouvait proposer cette exposition qui avait déjà voyagé en Guadeloupe. Parfois, il faut savoir partir pour regarder aussi son pays avec un autre regard. Et c'était vraiment intéressant de prendre ce recul, de le regarder d'un autre endroit du monde. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont à la fois des installations différentes, mais au fond, elles vont toutes vers l'essentiel, c'est-à-dire elles parlent de nous, de notre capacité et de notre nécessité d'être à l'écoute d'un autre nous-mêmes, tout simplement, donc qu'il soit homme, femme, ou qu'il soit lié à l'environnement dans lequel nous vivons et que nous devons respecter pour être plus en accord avec nous-mêmes. C'est vraiment partager ma réflexion sur le monde, comment je le perçois, et partager cette réflexion et voilà, susciter aussi le dialogue. Et aussi de se dire comment nous, ici, dans notre territoire, comment on rêve cette Guadeloupe de demain. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette exposition et l'esprit de Guy Gabon, eh bien, nous vous proposons de venir ici jusqu'à la fin du mois de février. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rappel d'une information importante, puisque le gouvernement vous prépare pas mal de petits cadeaux pour l'année 2024, à commencer par la taxe foncière qui augmentera de 4% minimum pour aider au financement des collectivités locales. La majorité rétablit également la taxe sur la consommation intérieure d'électricité, ce qui va augmenter les factures de 10% en moyenne. Et pour les amateurs de streaming, eh bien, il faudra payer un peu plus, 1,75% en plus sur votre abonnement pour financer effectivement la production artistique. Et ça a juste été établi sur la semaine. Donc on attend de voir d'ici la fin d'année s'il n'y a pas d'autres mesures et taxes pour l'an prochain. Une bonne soirée, en tout cas, vous à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant la coupure pub, eh bien, je dis bonsoir à Jimmy Alliard, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à Lina Wild, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Maggie, beaucoup de bisous à Maggie, bonsoir à Perle de Caruquera, bonsoir à Map Phaéton, bonsoir à Patricia de Normandie. Je vois que la team info est présente. Oui, préparez-vous à payer et encore payer. Il y aura de plus en plus de taxes. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais en ce moment, le trafic maritime est fortement perturbé en mer Rouge. Et ça à cause d'actes de piraterie. Oui, il y a beaucoup de pirates en ce moment en 2023, n'est-ce pas? En tout cas, ça pourrait avoir un impact sur le prix des produits et notamment aussi des carburants, puisque certaines compagnies ont arrêté carrément le trafic en mer Rouge, où elles vont faire des détours, mais en tout cas, ça peut avoir un petit impact. On se retrouve après la pub.